J'étais parti en vélo le matin en fait et j'ai dit à ma mère je vais juste faire un tour ici, genre 10 km. Et en fait j'ai fait 160 km, j'avais 11-12 ans. La réussite, ça peut amener aussi à une dépression, de ne pas savoir qu'est-ce que ça vient après. Est-ce que tu connais Inoxtag? Inoxtag, je ne connaissais pas, mais je connais son guide. J'avais jamais imaginé et même pas rêvé d'être professionnel ou de gagner ma vie à travers du sport. Même aujourd'hui, je me considère un sportif amateur parce qu'amateur vient d'aimer. J'aime le sport, j'aime aller montagne. Bonjour Kylian, merci d'avoir accepté de parler au micro d'Upster. On est très très heureux de te recevoir et de pouvoir discuter avec toi. Non, merci à vous pour m'inviter, c'est un plaisir. Bon, pour te présenter, on a du mal à trouver les superlatifs nécessaires. Tu as tout gagné ou presque dans le monde de l'ultra-trail et du ski alpinisme. Sur 4 jours, tu as gravi 2 fois l'Everest. À 6 ans, tu montais déjà en haut d'un sommet de 4000 mètres. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Bref, tu es une légende de ton sport et tu es aussi un grand défenseur de l'environnement. Depuis quelques années, tu es aussi devenu entrepreneur et tu as créé ta propre marque qui s'appelle Normal. Aujourd'hui, nous, chez Upster, on s'intéresse notamment aux créateurs et aux entrepreneurs. Donc, c'est un parcours qui nous parle beaucoup. Et on aurait envie d'en savoir un peu plus sur ça. Ça ressemblait à quoi la vie de Kylian à 10 ans ? Est-ce que tu arrives à t'imaginer une journée ? Moi, j'ai lu une histoire, mais je sais pas si c'est vrai, où apparemment, tu n'étais pas allé à l'école sur une journée et tu avais une maîtresse d'école qui se demandait où tu étais et en fait, tu étais parti en montagne toute la journée courir. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende ? Quand j'avais 10, 11, 12 ans, en fait, j'ai parti parfois en montagne et j'ai pu faire... J'ai fait une fois, il y avait un tour entre refuges à côté de chez nous qui faisait 70 km. Quand j'avais 12 ans, je l'avais fait. Ou une autre fois... Tu prévenais tes parents quand même que tu partais ou même... Là, oui, mais une autre fois, j'étais parti en vélo le matin, en fait, et j'ai dit à ma mère, je vais juste faire un tour ici, genre 10 km dans une heure, je rentre. Et j'étais parti en vélo et j'ai dit, j'aime ça bien, je continue. Et je suis allé donc, de la Cerdagne à l'Andorre faire un tour d'école. Et en fait, j'ai fait 160 km, mais il faisait très mauvais. Il y avait la pluie, la grêle et tout. Là, j'avais pareil, j'avais 11-12 ans. Et en fait, ma mère, du coup, elle voyait que j'arrivais pas après une heure. Et elle appelait la police pour dire à mon fils, il a dû avoir un accident, un truc. Et non, après, je sais pas, 7-8 heures, je suis rentré à la maison. Oh non, mais je me sentais bien, j'ai continué. Pourquoi t'as fait ça, ouais. T'inquiète pas, ouais. Il paraît que tu as soufflé ta première bougie à 1936 mètres d'altitude. Est-ce que c'est vrai ? Oui, on habitait dans un refuge dans les Pyrénées et pendant les 10 premiers ans de vie, on habitait là. Et alors, tu avais une autre passion apparemment quand tu étais jeune, tu étais assez fan amateur d'art. Et tu as failli aller aux Beaux-Arts, est-ce que c'est vrai ou pas du tout ? Oui, en fait, j'ai fait le bac, j'ai fait le bac artistique. Et après, en fait, pour moi, tu vois, j'ai voulu poursuivre une carrière de dessin. J'ai douté dessin artistique ou dessin industriel, il y avait les deux qui m'intéressaient. Mais en fait, j'ai fini à faire du STAPS en France parce que l'université elle était à Font-Romeu, donc je pouvais continuer à m'entraîner en même temps que j'ai fait une carrière, mais s'il y avait dessin à Font-Romeu, je pense que j'aurais fait ça, ouais. Et est-ce que c'est un truc auquel tu penses, toi, quand tu es alors, pas forcément en course, mais peut-être en entraînement c'est un truc où tu as des dessins parfois en tête quand tu regardes les montagnes, ou alors je divague complètement, ou c'est vraiment deux choses qui sont séparées dans ta tête Non, pour moi, quand je vais en montagne, je cherche l'esthétique surtout. Je pense quand j'ai fait un parcours, j'imagine si j'étais un oiseau, comme la ligne, si ça se révèle à dessiner. Ou quand j'ai fait une bois, c'est quoi la beauté de la ligne au niveau esthétique. Donc je pense qu'en montagne, il y a le côté créativité qui est plus important presque que la performance. Et du coup, tu as ça en tête quand tu es sur tes sommets Oui, il y a cette... Parce c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, vu les distances que tu fais, le nombre d'heures d'entraînement, etc., c'est quand même, du coup, c'est un sport qui est très solitaire, qui toi te convient parfaitement. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui le regardent, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa tête aussi ? Parce que
Bon, beaucoup de fois, c'est beaucoup plus terrénal et c'est demain, il faut que j'amène les filles à tel endroit ou il faut que j'achète. Est-ce qu'on a des oignons à la maison? Est-ce que il faut que. Ouais, donc, la plupart du temps, c'est ça. Et c'est vrai t'as que. pas de musique, toi? Pas Ou souvent. de podcast? Pas souvent. En fait, quand j'ai fait des sorties. En fait, si j'ai fait un projet beau, ça, j'aime bien être en contact avec l'environnement. Donc, du coup, j'ai pris musique ou quand je vais vite. Après, c'est vrai qu'il y a des jours, t'as pas envie d'aller sortir. J'ai mis un podcast ouais, plus, peut-être plus de podcasts que de la musique. Ouais. Quand t'étais ado, t'avais une liste apparemment dans ta chambre, c'est ce que j'ai lu, avec des sommets que t'aimerais gravir plus tard. Et ces sommets, tu les as tous gravis en 3 ans. Euh, Est-ce que parfois tu es rassasié dans ta vie d'athlète ou ça n'arrive jamais? Tu as toujours des nouveaux objectifs même quand tu as tout fait? La réussite, ça peut amener aussi à une dépression, de ne pas savoir ce que ça vient après. Et ça arrive souvent après des gros projets où tu as vécu des émotions très fortes, tu as mis beaucoup d'énergie physique et psychologique, et après, tu as une baisse, c'est comme une dépression finalement qui fait, ouais, qui est partie de cette émotion que tu as vécue qui est énorme pour en sortir. Mais après, tu apprends que le plus beau, c'est quand tu gravis un sommet, tu regardes autour, tu en vois 50 et tu vois des projets dans tous les sommets. Donc, normalement, c'est au contraire. Quand tu réussis un projet, ça t'ouvre des portes à en faire d'autres. C'est aussi à ça que tu penses en fait quand tu cours aussi. Ouais, ça c'est le problème. Tu arrives à un endroit, tu te dis ouais, c'est beau, mais regarde cet arrêt-là, ça serait beau d'y aller. Donc tu n'arrives pas à profiter du moment parce que tu penses déjà aux prochaines. Et forcément, avec tous ces records, il y a la célébrité qui arrive très vite quand tu as à peu près 20 ans. Est-ce que toi, alors tu fais ça évidemment parce que c'est ta passion, mais est-ce que c'était quelque chose auquel tu t'attendais? Et j'imagine que c'était pas quelque chose que tu avais forcément prévu dans ta vie d'avoir autant de lumière sur toi d'un coup, quoi. Oui, non, déjà, bon, j'avais jamais imaginé et même pas rêvé d'être professionnel ou de gagner ma vie à travers du sport. Quand j'ai commencé, et même aujourd'hui, je me considère un sportif amateur parce qu'amateur vient d'aimer. Donc, j'aime le sport, j'aime aller en montagne. Ma profession, c'est autre chose. C'est performer le jour de la course, et c'est pas travailler donc pour le design de matériel ou faire des interviews. Ça, c'est ce que je considère travail. Pour moi, le sport, c'est ma passion. Et en fait, j'ai pensé pas à ça. Donc, quand j'ai commencé à gagner des courses, j'ai eu cette exposition. C'était une chose que ça m'intéressait pas déjà, parce que moi, ce que je voulais, c'est m'entraîner, c'était faire des courses. Et de l'autre côté, je suis quelqu'un de très introverti. J'aime bien être au recul. Et ça m'a mis pas mal d'années de me sentir bien. De pouvoir gérer tout ça, quoi. De gérer tout ça, de me sentir bien un peu à la lumière. Mais ça n'a pas été un apprentissage, je dirais, facile. J'ai eu pas mal d'anxiété. Après des courses, j'ai devais aller m'isoler parce que Trop de monde. trop de monde et ouais, beaucoup d'anxiété. Et puis ouais, il y a eu des périodes où j'allais en montagne faire des choses en solo, où je me mettais dans des risques parce que je me sentais, c'était comme la sortie, l'escapatoire pour gérer ça. Ou tu vois, par exemple, l'alcool, j'aime pas du tout le goût de l'alcool. Et pendant quelques années, au début de ma carrière, tu vois, on faisait des fêtes après les cours, j'y boivais beaucoup, parce que c'était la façon d'échapper, d'être avec toute l'attention qui était sur moi. Et c'est des choses que ça m'a mis des années à accepter, et à aussi accepter que si je vais dans une course, si je vais faire un truc où je sais qu'il y aura beaucoup d'exposition, après, il faut que je sois quelque temps chez moi où que je suis tout seul. Alors, tu es athlète, mais tu es aussi entrepreneur. Donc, il y a un moment où tu as pris la décision de créer ta propre marque. Avant, tu étais sponsorisé par Salomon. Et à un moment, tu t'es dit,
je vais me lancer dans ma propre aventure. Qu'est-ce qui t'a poussé au tout début à vouloir mettre en marche cette pratique? Donc déjà, j'étais toujours très geek par rapport au matériel. J'ai fait des dessins, j'ai fait des protos comme ça. J'aimais bien travailler avec les designers à tester des choses. Donc ça, c'était une chose que ça m'a toujours intéressé. Mais de l'autre côté, on disait, tu vois, avec quelques amis, ça serait cool de faire une marque et penser sa façon de, de créer des produits et tout ça, mais c'était comme un rêve que tu as et que tu sais que ça va jamais se faire. Tu sais, ces rêves que tu as un peu, bon, ouais, c'est juste une illusion. Et par des casualités de la vie, en fait, un très bon ami à moi, il connaissait des personnes chez Camper. Camper, c'est une marque de chaussures lifestyle qui est à Majorque. Et en fait, il a dit, ça serait cool que vous connaissiez parce que vous avez plein de points en commun de comment vous voyez le monde et tout ça. Et en fait, ouais, sans aucune ouais, prétention et tout, on s'est connus et de la première fois qu'on s'est connus, on a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on a la même vision sur le rôle des entreprises par rapport à la société, par rapport à l'environnement. Et un peu, on a dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et on a commencé à penser ouais, à la mission, à qu'est-ce qu'on voulait créer avec Normal. Est-ce que tu as des figures de sportifs qui ont créé des marques ou de ce genre de trajectoire qui t'ont inspiré dans cette aventure justement? Oui, c'est sûr, quand on pense du sport et marque, je pense que l'exemple qui peut-être m'a plus inspiré, et je pense à beaucoup de monde, c'est Yvon avec la création de Patagonia. Avec Yvon Chouinard? Ouais, Ouais. c'est quelqu'un qui était un grand-père, il a créé une marque avec ses valeurs. Il a fait des produits qu'il voulait utiliser déjà. Et c'était très authentique. En fait, il a fait, ouais, ça restait sur l'authenticité. Et en fait, déjà ça, je pense, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on sait faire, de ne pas vouloir aller ailleurs, de rester focus sur ce qu'on sait faire parce que c'est là où on peut donner de l'amour déjà sur les produits et donner et faire des bons produits parce que ouais, c'est ce qu'on sait faire. Et de l'autre côté, c'est comment, depuis l'entreprise, il a pu influencer, tu vois, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est partout, quoi. C'est partout. Immense. Non, mais même tu vois, à B Corp, à 1% for the Planet, c'est des choses qui sont sorties de cette vision qu'ils ont eue de dire à l'entreprise, c'est pas que ce qu'il y a dedans l'entreprise, mais c'est comment on peut influencer les autres compagnies à suivre le chemin. Donc, ils ont eu l'influence sur l'industrie outdoor, mais pas que sur l'alimentation, sur d'autres. Donc, je pense que c'est un très beau exemple de comment l'industrie outdoor, elle peut influencer d'autres marchés. Donc, je pense que c'est vraiment un exemple ouais, de comment faire les choses, ouais. En sachant que ouais, on n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais on ne peut pas attendre à être parfait pour agir. Il faut agir et vers cette perfection, même en sachant qu'on ne va jamais y arriver. Ouais, et sachant que toi, en fait, j'imagine que dans la création de ta marque, c'est aussi faire une action, quoi, justement concrète. J'imagine que c'est aussi comme ça que tu l'as vu, quoi, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent te dire, mais pourquoi créer une énième marque de vêtements avec tout ce qu'on sait sur aujourd'hui l'industrie du textile et son impact sur l'environnement. Toi, justement, tu t'es dit, je fais ça pour mettre ma pierre, quoi, à l'édifice. Oui, pour dire, ouais, c'est pas, l'idée c'était pas créer une marque pour faire la même chose et pour mettre juste plus de produits dehors, mais dire, ok, on sait qu'on va mettre des produits dehors, ça va avoir un impact, on va le calculer, on sait ça, mais comment on peut faire pour essayer de faire les choses différemment déjà, et ça veut dire donc avec l'innovation. Là on a imaginé par exemple un projet qui c'est Cabo, c'est une chaussure, comment on peut créer une chaussure
d'une façon différente, qu'on puisse la démonter, qu'on puisse la réparer dans l'éternité si on veut. Et c'est juste le début, mais c'est une idée de comment on peut changer le footwear dans 10 ans. Ça, c'est l'innovation, mais aussi dans les business models, comment on peut créer on pense que le plus important ou la façon la plus effective pour agir pour l'empreinte des produits, c'est la durabilité. Avoir des produits qui durent dans le temps, qu'on ne doit pas changer parce qu'ils se cassent tous les X mois ou tous les années. Donc, comment on peut faire que les produits soient durables? Donc, déjà, ça, c'est au niveau design, qu'ils soient réparables, donc, et pas dire, ouais, c'est réparable, vous le réparez chez vous, mais comment on peut créer un réseau avec des personnes, donc des revendeurs ou non, pas des revendeurs, des cobblers, des cordonniers, oui. Par exemple. Les cordonniers, c'est une profession qui existe depuis très, très longtemps, mais qu'aujourd'hui, on ne nous utilise pas beaucoup. Et dit, mais attends, on peut redonner de la vie à cette industrie-là, aux cordonniers, et en même temps faire que nos chaussures, elles aient plusieurs vies. Donc, c'est comment imaginer ça, et ça dans le business plan, au niveau des designs, faire des designs qui ne suivent pas les modes pour les changer toutes les années. Donc, c'est en fait, si on arrive avec tout ça, influencer d'autres marques, à casser un peu ce modèle de business plan que c'est basé que sur la surconsommation. Et le volume, ouais. Ouais, et je pense que là, on aura réussi aussi. Et justement, tu parlais de la chaussure. Arrête-moi si je me trompe, mais une chaussure de trail, c'est 500 km d'autonomie à peu près? Oui, ça dépend beaucoup de choses, le poids du coureur, le terrain, tout ça. Mais oui, en fait, un exemple pour moi, avant, j'utilisais 6-7 paires de chaussures chaque saison. Une saison, c'est un an? Un an, ouais. J'utilisais 6-7 paires de chaussures. Et là, j'utilise 2 paires par année. Donc, je pense qu'il y a le côté, il faut faire des produits qui se cassent pas, qui durent plus longtemps. Après, ça veut dire la qualité des matériaux, mais aussi la façon qu'on fait le design pour éviter qu'il y ait plus de cassures et aussi qu'on puisse les réparer si éventuellement ils se cassent. Ouais. Pour toi, la chaussure de trail dans 10 ans, idéale, elle a combien de semelles différentes? C'est comme ça que tu la vois, j'imagine. Oui, ça c'est un projet, mais je pense que finalement la chaussure idéale, c'est celle qui te va bien déjà, parce qu'il faut faire des produits qui soient utiles déjà. Si tu fais des produits qui ne sont pas utiles, ça n'a pas de sens. Il faut des produits qu'on puisse utiliser, donc qui soient très performants dans ces côtés-là. Et donc chaque personne, il va avoir un produit différent, parce qu'on est tous différents, on court tous dans des endroits différents, dans des terrains différents, donc il faut que ça s'adapte à chacun de nous. Et de l'autre côté, il faut que ces produits durent dans le temps, donc qu'on puisse les réparer ou changer les parties. Donc je pense qu'il faut faire des produits qui sont très simples, et ça c'est très très difficile à faire. Parce qu'en fait, souvent, on crée un produit, on veut lui donner des atouts, donc on lui met plus de choses, mais ces plus de choses, en fait, ça crée une empreinte, ça crée des difficultés à l'ère de les réparer, à l'ère de changer des pièces et tout. Donc, si on est capable de créer des produits qui sont très performants et très simples en même temps, c'est là où on peut créer des produits qui soient réparables, qu'on puisse les changer pendant longtemps. Toi, tu t'attendais à une telle démocratisation du sport? Quand on voit des documentaires comme celui de Jim avec Oka, on voit la professionnalisation des contenus aussi, même toi, sur ton compte Instagram, où c'est devenu presque une entreprise en elle-même de gérer ta communauté et tout. C'est quelque chose que tu avais pu anticiper, toi, ou c'est une explosion comme ça qui arrive d'un coup? Non, c'était quand j'ai commencé en début des années 2000, même à 2006, 2007, c'était vraiment un sport niche, tu vois. On allait dans les courses, on était toujours les mêmes personnes, on était une centaine de personnes, et il y avait tout le monde qui se connaissait, et c'était vraiment
on était le rare ou le fou du village qui va courir en montagne, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'était dans les années 2010-2011 qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont influencé déjà l'apparition des réseaux sociaux. Parce qu'avant, c'était les médias traditionnels, donc il fallait rentrer sur un système où les médias traditionnels, ils prennent l'info, et ça restait quand même sur quelques sports. Donc l'arrivée des réseaux sociaux et l'explosion des réseaux, ça a permis à tous les sports et toutes les pratiques un peu niche avoir une fenêtre d'exposition qui est énorme. De l'autre côté, ça a aussi changé, je pense, il y a eu Kyle Skaggs, Anton Kuprika. Moi, quand on était jeune, on n'avait même pas 20 ans, on commençait à gagner des courses à de très longues distances, on s'est réuni un peu ça. Puis des projets de créer des vidéos, des films sur le sport d'une façon plus light, plus rigolote. Ça a aussi donné l'envie à d'autres personnes. Et puis, des organisations, on disait l'UTMB par exemple, des organisations qui ont créé des courses qui étaient assez accessibles à tout le monde et qui ne restaient pas très élitistes, et qui ont permis à ça que les gens qui se sentaient inspirés par ce qu'ils voyaient au réseau, qui pouvaient aller pratiquer. Et ça, c'était toujours dans les années 2010, 11, 12, et c'est là où ça fait cette explosion qu'on ne pouvait pas anticiper avant. Ouais, qui est dur à gérer, d'où ta lettre aussi, mais qui est quelque chose qui dépasse, quoi. Oui, et c'est important, je pense, la croissance, elle n'est pas rectiligne, il faut toujours, il y a des crises, on dirait, mais les crises, c'est toujours des opportunités, c'est des opportunités pour rassembler, pour travailler ensemble, pour construire. Comment tu gères tes réseaux à toi? Tu as 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Tu documentes tout ton entraînement, notamment en hiver, là, presque jour par jour. C'est quelque chose que tu t'aimes bien faire ou c'est une corvée? Ouais, un peu entre les deux en fait. Ouais. Parce que les réseaux, je viens aussi d'une génération qui a connu le réseau quand on était déjà adulte. Donc, tu vois, c'est familier pour toi? Oui, mais c'est étrange d'un côté, tu vois, de montrer des choses. J'aime bien la privacité. Et puis, dans mes réseaux, j'explique pas mon jour à jour. Tu vois, j'ai dit, non, mais là, je vais pas faire une story sur ce que je vais manger au petit déjeuner, ou là, je vais m'entraîner. Ou, tu vois, j'essaye dans les réseaux de publier des choses qui peut-être m'interpellent. Donc, des choses que je sais pas parce que j'ai lu un article ou j'ai eu cette conversation avec telle personne qui m'ont fait réfléchir. Et je pense que c'est des choses qui m'interpellent et qui peuvent faire réfléchir à quelqu'un d'autre ou amener une conversation pour qu'on discute tous ensemble. Soit ça, soit une chose que je trouve inspirante, soit des images que je vois avec mes yeux, que ça serait beau quand tu es en haut d'un de la sommet. porter aux autres. Donc c'est pas vraiment faire un journal de ma vie, mais plutôt essayer de inspirer et passer ce que j'ai réfléchi pour discuter avec d'autres personnes. Une dernière question. On a une question qu'on aime bien poser aux entrepreneurs sur le nom de leur marque. Toi, ça s'appelle Normal, avec 2 N. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom et comment tu l'as trouvé? Oui, en fait, ça c'était sur le premier meeting qu'on a fait avec Amper. On disait, on crée une marque et on a dit que ça pourrait être quoi le nom et tout. On avait plein d'idées, il n'y avait eu qu'une qui disait c'est bon. Et puis il y a Don Llorens, c'est le créateur de Camper, qui a dit normal, c'est Norvège de moi, mal de Majorque. Donc, c'est les deux mondes. Donc, Majorque de Camper, Norvège de Kilian. Puis, c'est ironique parce que on fait des choses parfois qui ne sont pas normales, tu vois, mais qu'on veut qu'elles soient normales. Donc, c'est un peu avec cette ironie de qu'est-ce qui est normal et pas normal. Donc, du coup, les 2 N de non normal, mais qui se fusionnent parce que c'est
c'est ce qu'on veut, peut-être aujourd'hui, c'est pas normal, mais qu'on veut qu'au futur, ça soit normal. Donc c'est de là que ça vient. Est-ce qu'il y a un autre sport que toi, tu adores pratiquer ou regarder, à part l'ultra trail? Ouais, j'aime tous les sports en général. J'aime regarder toutes les disciplines. En fait, quand je cours sur le tapis roulant, quand ça m'arrive, c'est toujours devant. J'ai soit du cyclisme, de l'athlé, le triathlon, tous les sports d'endurance bien sûr, mais aussi d'autres, même si je suis un peu moins. Les sports co, je pense que c'est super intéressant au niveau gestion de l'équipe, au niveau psychologique, tout ça. Donc, en fait, je suis un grand passionné du sport au large. Après, à me pratiquer, s'il y a un ballon au milieu, je suis nul de chez nul. Mais après, pour l'entraînement, ouais, du vélo, c'est souvent quand je suis blessé, c'est la chose que je fais. Ensuite, petite question encore, est-ce que tu connais Inoxtag? Inoxtag, je ne connaissais pas, mais je connais son guide. C'est vrai? Donc, ça va? C'est à travers de lui que j'ai su qui c'était Inoxtag. Ouais. On t'en demandera pas plus, t'inquiète pas. Est-ce que tu penses que tu vas rester toute ta vie en Norvège? Si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que je pense, c'est oui, mais si tu me demandais il y a 8 ans si j'allais éviter Norvège, j'aurais dit sûrement non. Donc ouais, on ne sait pas où ça va m'amener. Ouais. Est-ce que tu vas faire la Barclay un jour? Tu vois, là, il y a des jours que je dis, ah ouais, mais il faut que j'y aille devant, quoi. Il y a des jours que je dis, mais non, c'est nul, j'y irai jamais. Donc, vraiment, ça dépend comment je me lève le matin. Je dis, non, mais c'est le truc le plus dingue que je vais faire. Et d'un autre côté, ça dépend du jour. Mais je pense qu'à la fin, peut-être quand je cours un peu moins vite, je dis, ouais, il faut tu vas y passer. Ouais. Merci beaucoup, Kylian, d'avoir pris quelques temps avec nous. Non, merci à vous, c'était un plaisir. Et on va continuer de suivre tes stories en haut des sommets. Merci. Merci beaucoup.